Près de 2 mois après la crise post-électorale qu'a connue le Gabon, si les violences ont cessé, le climat demeure tendu. Le gouvernement d'union nationale est un échec et l'opposition, quant à elle, a décidé d'entrer en résistance. Les Gabonais pourront-ils tourner la page pour surmonter la fracture? Rien n'est moins sûr. Dans un livre paru 6 mois avant l'élection du 27 août, à la lumière de son expérience au sein du parti au pouvoir, Laurence Don lançait un cri d'alarme. Bonjour. Bonjour Denise. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre expérience au sein du Parti démocratique gabonais? Les leçons que j'ai tirées de mon passage au parti, c'est que lorsqu'on fait la politique, c'est pour le bien du peuple. On ne peut pas continuer aujourd'hui à appauvrir une population qui a tout pour être à l'abri du besoin et de la peur, parce que certains vivent en réalité comme si ce peuple était une véritable abstraction. Ils n'en font pas état, ils sont là que pour eux-mêmes, pour continuer de s'enrichir de manière illicite, et ce qui arrive aujourd'hui était tout à fait prévisible. Alors, en dépit des qualités que vous avez, au sein de la section gabonaise du PDG, vous étiez considéré comme une parachutée. Comment vous expliquez ça? Parce que dans ce milieu, les compétences ne comptent pas. On est dans le clientélisme, donc on arrive là par d'autres moyens. Les compétences, ce n'est pas ce qui compte. Donc quand vous avez des compétences et qu'on vous demande de faire un travail, évidemment, vous n'êtes pas le bienvenu, parce qu'il y a des rivalités autour du patron. Tout ce qui compte, c'est de plaire au patron plus que de réaliser un travail efficient. Et donc, dans ce genre de contexte, votre CV ne compte pas. Ce qu'il compte, c'est d'autres critères, comme être, par exemple, dans les bonnes grâces d'un tel ou d'un tel. Mais moi, je n'ai jamais été dans les bonnes grâces de personne. J'ai, heureusement ou malheureusement, toujours été remarquée pour mes compétences. Et ça, parfois, ce n'est pas le bienvenu dans un milieu où le clientélisme et le népotisme sont les règles d'or. Quelles leçons on tire ou quel bilan fait-on du PDG à l'époque d'Omar Bongo? À l'époque Omar Bongo, il arrivait à être conciliant. Il arrivait à faire participer plus de personnes dans la gestion du pouvoir. Il avait mis en place son système de géopolitique qui faisait que dans chaque province, il y avait des barons qui, quelque part, profitaient du régime et faisaient profiter quelques personnes autour d'elle. Or, Ali Bongo, quand il est arrivé, il dirige le pays aujourd'hui avec 4-5 personnes. Et donc, ce clan-là, qui est complètement fermé, est condescendant, outrecuidant et ne se soucie nullement de la population, ni même du Parti démocratique gabonais, comme je le démontre dans mon livre, puisque quand ils sont arrivés, le sentiment qu'on a eu, c'est qu'ils faisaient tout d'ailleurs pour détruire le parti, mais sans proposer autre chose de meilleur. C'est ça qu'on leur reproche aujourd'hui. Alors vous dites que ce qui est arrivé était prévisible, n'empêche qu'il aura fallu attendre 2015 pour enregistrer les premières démissions au sein du PDG, comme on l'a vu avec le départ du président de l'Assemblée nationale, mais également d'une cinquantaine de députés. Les démissions n'ont pas commencé en 2015 ou en 2016. Les démissions ont commencé en 2009. Les plus importantes. Les démissions avaient déjà commencé. Mais avec Ali Bongo, les démissions se sont accrues parce qu'il se fait passer pour celui qui a rénové le système en faisant partir les barons de son père. Mais ce n'est pas vrai, il n'a chassé aucun baron. Tous les barons ont démissionné un à un parce que tous lui reprochaient sa gestion clanique du pays et ce petit clan qui lui fait prendre des décisions qui sont on ne peut plus néfastes pour le pays. Comment avez-vous réagi à l'annonce du gouvernement d'union nationale? Tout ça n'est que mascarade. Nous sommes allés à une parodie d'élection présidentielle, je l'annonçais déjà dans mon livre. Depuis 1990 que nous avons le multipartisme, toutes les élections multipartites ont été trichées à l'avantage toujours du clan Bongo. Donc il n'y avait pas de raison que ça change. Avec un ministre de l'Intérieur aux ordres, une commission nationale électorale autonome, soi-disant, mais dont le président est nommé par la présidente de la Cour constitutionnelle, qui, elle, est la belle-mère d'Ali Bongo, et ce monsieur Aboguela lui-même est l'époux de la petite sœur de la présidente de la Cour constitutionnelle. Donc on voit qu'on est là dans une oligarchie, dans un clan familial qui tient absolument à conserver ses intérêts. Donc tout ça annonçait déjà qu'on aurait une fois de plus une élection tronquée, et ça n'a pas manqué. Alors Jean Ping et les partisans qu'il soutiennent ont décidé d'entrer en résistance, mais comment et jusqu'à quand? Et qu'attendez-vous de la communauté internationale? La communauté internationale prône la démocratie. La communauté internationale prône la liberté. La communauté internationale
et pour le développement de tous les peuples. Nous avons tous adhéré à la Charte universelle des droits de l'homme, à cette Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Nous y avons tous adhéré. Et les Africains aussi ont droit à la démocratie. On sait qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. Ça fait longtemps qu'en Afrique, on assiste à un déni de démocratie. Aujourd'hui, tout le monde sait. La fraude de M. Ali Bongo est si grotesque qu'elle est visible aux yeux de tout le monde. La preuve, c'est que jusqu'à présent, aucun président du monde occidental ou du monde libre ne l'a félicité. Donc nous sommes allés à cette élection parce que nous avons soif de démocratie. Nous avons voulu croire à cette démocratie. Nous avons voté, nous nous sommes mobilisés massivement. Le peuple a appelé à une candidature unique de l'opposition pour que nous ayons une chance d'alternance. L'opposition l'a entendu. Ils ont retiré leur candidature. Guissou Bandama, Kazmi Oyemba, Léon Paul Goulakia, ils se sont tous mis derrière Jean Ping pour optimiser les chances d'alternance. Le peuple a fait sa part, il a voté massivement. On vient nous proclamer des résultats tronqués. Monsieur Jean Ping n'a pas voulu aller au contentieux. Il a dit, nous savons que cette cour, nous l'appelons la tour de Pise parce qu'elle penche toujours du même côté. La communauté internationale a encouragé, a incité à ce que nous allions au contentieux. Nous l'avons fait, tout en prévenant que ce contentieux ne mènerait nulle part, que comme d'habitude, la tour ne changerait pas et ne peut pas se redresser. Maintenant que nous sommes dans ce déni de démocratie, où la terre entière sait que le peuple gabonais est une fois de plus floué, et en plus de cela, il rajoute la répression, parce qu'il faut quand même dire que le quartier général de M. Jean Ping a été pilonné à l'arme lourde la nuit du 31 août au 1er septembre. Il y a eu des dizaines de morts, les corps ont été emportés, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Donc nous sommes là dans une situation que tout le monde connaît. La mission d'observation des élections de l'Union européenne est venue au Gabon. Elle a observé. Dans son rapport préliminaire, elle note des anomalies graves. Est-ce qu'on va s'arrêter au constat des anomalies? La Cour pénale internationale a décidé, le procureur de la Cour pénale a décidé de mener des enquêtes. De mener des enquêtes, mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Qu'est-ce que vous attendez de ces enquêtes de la CPI? L'enquête de la CPI va simplement révéler ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un massacre. On parle de centaines de Gabonais tués. On a cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux, où on voit un jeune Gabonais à genoux, implorant le ciel, face à des chars, face à des hommes encagoulés. Comment un président qui se dit démocratiquement élu fait son élection en décimant les populations, en mettant les chars dans la rue, en mettant des hommes encagoulés dans la rue? Ça pose un sérieux problème. Mais la question que nous, on se pose aujourd'hui, c'est que quand il faut venir en aide, parce que là, le peuple gabonais, c'est un peuple en danger. Ne pas le soutenir face à la barbarie d'Ali Bongo, c'est non-assistance en peuple à danger. Et là, on nous brandit la fameuse ingérence. Mais à quel moment, où est la limite entre l'ingérence et la défense de la démocratie? Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va regarder Ali Bongo, tout le monde a pris note, il va venir se pavaner dans les sommets du monde entier. Plusieurs pays et plusieurs institutions, notamment l'Union européenne et l'Union africaine, ont dit qu'elles ont pris acte de cette élection. Comment peuvent-elles prendre acte quand l'Union africaine, comme l'Union européenne, ont envoyé des observateurs au Gabon et que ces observateurs ont relevé des anomalies, ont relevé des fraudes? Nous voyons que les observateurs de l'Union européenne, ils ont été mis sur écoute, ils ont été suivis, leurs vies ont été mises en danger. Donc Ali Bongo se comporte comme un despote qui se croit impuni et qui peut faire la pluie et le beau temps partout dans le monde. La même répression qu'il fait subir au peuple gabonais, il n'a pas hésité à la faire subir aux observateurs de l'Union européenne. Comment l'Union européenne peut-elle s'arrêter là et ne pas prendre des sanctions? Quel message envoie-t-on aux autres dictateurs? Quel message envoie-t-on aux peuples africains qui ont soif de démocratie quand ils y croient et vont voter et que leurs votes sont volés de façon aussi flagrante? Quel message leur envoie-t-on? Les institutions... Quelle est pour vous l'issue à cette crise? Cette crise ne va pas s'arrêter maintenant parce que les Gabonais ne se laisseront pas faire. Les Gabonais savent, et ça je le disais dans mon livre, que nous savons que l'alternance démocratique, malheureusement, ne viendra pas par les urnes. Alors elle viendra par la révolution, elle viendra par la rue. Chaque peuple a son seuil de tolérance et les Gabonais ont atteint le leur. Si personne ne veut nous venir en aide, les Gabonais prendront leurs responsabilités, nous ferons notre révolution. Ali Bongo veut nous exterminer, il nous finira tous, mais ça ne va pas s'arrêter là parce qu'avec lui, c'est la mort. Et si sans lui, ça doit être la mort, on préfère la mort, mais sans lui. Alors, Laurence Dong, dans votre livre, dont le titre est Gabon, pourquoi j'accuse, vous parlez de l'arbre des valeurs, hein, en prenant comme exemple deux pays, le Japon, mais également le Burkina Faso. Pour quelle raison? Parce que
La révolution de M. Thomas Sankara... En opposition, bien sûr, avec le Gabon. Bien sûr. La révolution que M. Sankara a menée, elle avait ses limites. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout était bien, tout était parfait. Mais ce qui me plaît dans ça, c'est que M. Thomas Sankara a commencé par restaurer les valeurs. Lorsqu'il change le nom du Burkina Faso de Haute-Volta en Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres. Et c'est cette notion d'intégrité qui, moi, me plaît. Parce que si le Gabon aujourd'hui est par terre, c'est justement parce que depuis les indépendances, nous sommes dirigés par des hommes et des femmes qui manquent d'intégrité, qui ont vendu tout honneur, qui ont vendu toute dignité pour de l'argent sale. C'est toute la classe politique gabonaise que vous accusez ? En grande majorité, évidemment, on ne peut pas noircir tout le monde. Il y a forcément des personnes, moi j'étais là-dedans, mais je me battais avec mes moyens. Il y en a d'autres qui se battent avec leurs moyens. Mais ce qui transparaît, le système qui est entretenu par les dirigeants, c'est un système dans lequel on a perdu toute valeur. Regardez comment le gouvernement d'Ali Bongo ment. Il ment à la face du monde. Tout le monde sait qu'il ment, mais il ment quand même. Où sont les valeurs? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? On ne peut pas construire un pays quand nos dirigeants sont assis dans le mensonge et qu'ils ne respirent que le mensonge. C'est ça qui m'a touché au Burkina et c'est ce qui m'a touché au Japon. Au Japon, ce que j'ai relevé, c'est cette capacité à travailler. Parce que le Gabon, à force de clientélisme, on a perdu la notion de l'effort, on a perdu la notion du travail, on a perdu la notion de méritocratie. Tout n'est que passe-droit. On ne peut pas construire un pays de cette façon-là. Et nous avons besoin aujourd'hui au Gabon de restaurer ces valeurs. Alors malgré ce tableau sombre, il y a quelques lueurs d'espoir ? Il y a une vraie lueur d'espoir parce que quand je vois nos jeunes, les jeunes Gabonais aujourd'hui qui se sont engagés pour l'alternance au pouvoir. Ici en France, depuis l'élection présidentielle, nous avons des jeunes qui manifestent devant l'ambassade du Gabon, qui passent des nuits là, tous les jours, parce qu'ils ne veulent pas que leur vote soit volé. Nous avons cette génération qui a soif de démocratie, qui est ouverte sur le monde. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, nous sommes à l'heure d'Internet. Ils veulent que leur pays soit autre chose que ce qu'il a été jusqu'à présent. Et nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de tuer les espoirs de cette génération. Nous n'avons pas le droit de faire en sorte qu'ils n'aient plus confiance en qui que ce soit. Pour l'instant, ils ont confiance en la communauté internationale. Pour l'instant, ils ont confiance aux valeurs humanistes que la France prône. Alors, qu'on leur donne raison, qu'on ne les tue pas. Parce que si cette génération n'a plus confiance, c'est grave pour notre pays. Et cette génération aujourd'hui est notre espoir. C'est pour cela que nous n'allons pas baisser les bras et nous n'allons pas laisser Ali Bongo continuer dans son déni de démocratie, continuer de salir notre pays en montant de façon aussi flagrante à la face du monde. Les Gabonais méritent autre chose. Laurence Dan, merci. Merci, Madame Ipoté. J'ai heureusement ou malheureusement toujours été remarquée pour mes compétences et ça, parfois, ce n'est pas le bienvenu dans un milieu où le clientélisme et le népotisme sont les règles d'or. Quelles leçons on tire ou quel bilan fait-on du PDG à l'époque d'Omar Bongo? À l'époque d'Omar Bongo, il arrivait à être conciliant. Il arrivait à faire participer plus de personnes dans la gestion du pouvoir. Il avait mis en place son système de géopolitique qui faisait que dans chaque province, il y avait des barons qui, quelque part, profitaient du régime et faisaient profiter quelques personnes autour d'elle. Or, Ali Bongo, quand il est arrivé, il dirige le pays aujourd'hui avec 4-5 personnes. Et donc, ce clan-là, qui est complètement fermé, est condescendant, outrecuidant et ne se soucie nullement de la population, ni même du Parti démocratique gabonais, comme je le démontre dans mon livre, puisque quand ils sont arrivés, le sentiment qu'on a eu, c'est qu'ils faisaient tout d'ailleurs pour détruire le parti, mais sans proposer autre chose de meilleur. C'est ça qu'on leur reproche aujourd'hui. Alors vous dites que ce qui est arrivé était prévisible, n'empêche qu'il aura fallu attendre 2015 pour enregistrer les premières démissions au sein du PDG, comme on l'a vu avec le départ du président de l'Assemblée nationale, mais également d'une cinquantaine de députés. Les démissions n'ont pas commencé en 2015 ou en 2016. Les démissions ont commencé en 2009. Les plus importantes. Les démissions avaient déjà commencé. Mais avec Ali Bongo, les démissions se sont accrues parce qu'il se fait passer pour celui qui a rénové le système en faisant partir les barons de son père. Mais ce n'est pas vrai, il n'a chassé aucun baron. Tous les barons ont démissionné un à un parce que tous lui reprochaient sa gestion clanique du pays et ce petit clan qui lui fait prendre des décisions qui sont on ne peut plus néfastes pour le pays. Comment avez-vous réagi à l'annonce du gouvernement d'union nationale?
Tout ça n'est que mascarade. Nous sommes allés à une parodie d'élection présidentielle, je l'annonçais déjà dans mon livre. Depuis 1993-90 que nous avons le multipartisme, toutes les élections multipartites ont été trichées à l'avantage toujours du... Près de 2 mois après la crise post-électorale qu'a connue le Gabon, si les violences ont cessé, le climat demeure tendu. Le gouvernement d'union nationale est un échec et l'opposition, quant à elle, a décidé d'entrer en résistance. Les Gabonais pourront-ils tourner la page pour surmonter la fracture? Rien n'est moins sûr. Dans un livre paru 6 mois avant l'élection du 27 août, à la lumière de son expérience au sein du parti au pouvoir, Laurence Dong lançait un cri d'alarme. Bonjour. Bonjour Denise. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre expérience au sein du Parti démocratique gabonais? Les leçons que j'ai tirées de mon passage au parti, c'est que lorsqu'on fait la politique, c'est pour le bien du peuple. On ne peut pas continuer aujourd'hui à appauvrir une population qui a tout pour être à l'abri du besoin et de la peur, parce que certains vivent en réalité comme si ce peuple était une véritable abstraction. Ils n'en font pas état, ils sont là que pour eux-mêmes, pour continuer de s'enrichir de manière illicite, et ce qui arrive aujourd'hui était tout à fait prévisible. Alors, en dépit des qualités que vous avez au sein de la section gabonaise du PDG, vous étiez considéré comme une parachutée. Comment vous expliquez ça? Parce que dans ce milieu, les compétences ne comptent pas. On est dans le clientélisme, donc on arrive là par d'autres moyens. Les compétences, ce n'est pas ce qui compte. Donc quand vous avez des compétences et qu'on vous demande de faire un travail, évidemment, vous n'êtes pas le bienvenu, parce qu'il y a des rivalités autour du patron. Tout ce qui compte, c'est de plaire au patron plus que de réaliser un travail efficient. Et donc, dans ce genre de contexte, votre CV ne compte pas. Ce qu'il compte, c'est d'autres critères, comme être, par exemple, dans les bonnes grâces d'un tel ou d'un tel. Mais moi, je n'ai jamais été dans les bonnes grâces de personne. Au Mali, on relevait des fraudes. Nous voyons que les observateurs de l'Union européenne, ils ont été mis sur écoute, ils ont été suivis, leurs vies ont été mises en danger. Donc, Ali Bongo se comporte comme un despote qui se croit impuni et qui peut faire la pluie et le beau temps partout dans le monde. La même répression qu'il fait subir au peuple gabonais, il n'a pas hésité à la faire subir aux observateurs de l'Union européenne. Comment l'Union européenne peut-elle s'arrêter là et ne pas prendre des sanctions? Quel message envoie-t-on aux autres dictateurs? Quel message envoie-t-on au peuple africain qui ont soif de démocratie quand ils y croient et vont voter et que leurs votes sont volés de façon aussi flagrante? Quel message leur envoie-t-on? Les institutions... Quelle est pour vous l'issue à cette crise? Cette crise ne va pas s'arrêter maintenant parce que les Gabonais ne se laisseront pas faire. Les Gabonais savent, et ça je le disais dans mon livre, que nous savons que l'alternance démocratique, malheureusement, ne viendra pas par les urnes. Alors elle viendra par la révolution, elle viendra par la rue. Chaque peuple a son seuil de tolérance et les Gabonais ont atteint le leur. Si personne ne veut nous venir en aide, les Gabonais prendront leurs responsabilités, nous ferons notre révolution. Ali Bongo veut nous exterminer, il nous finira tous, mais ça ne va pas s'arrêter là parce qu'avec lui, c'est la mort. Et si sans lui, ça doit être la mort, on préfère la mort, mais sans lui. Alors, Laurence Dong, dans votre livre, dont le titre est Gabon, pourquoi j'accuse, vous parlez de l'arbre des valeurs, hein, en prenant comme exemple 2 pays, le Japon, mais également le Burkina Faso. Pour quelle raison? Parce que la révolution de M. Thomas Sankara... En opposition, bien sûr, avec le Gabon. Bien sûr. La révolution que M. Sankara a menée, elle avait ses limites. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout était bien, tout était parfait. Mais ce qui me plaît dans ça, c'est que M. Thomas Sankara a commencé par restaurer les valeurs. Lorsqu'il change le nom du Burkina Faso de Haute-Volta en Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres. Et c'est cette notion d'intégrité qui, moi, me plaît. Parce que si le Gabon aujourd'hui est par terre, c'est justement parce que depuis les indépendances, nous sommes dirigés par des hommes et des femmes qui manquent d'intégrité. Tout en prévenant que ce contentieux ne mènerait nulle part, que comme d'habitude, la tour ne changerait pas et ne peut pas se redresser. Maintenant que nous sommes dans ce déni de démocratie, où la terre entière sait que le peuple gabonais est une fois de plus floué, et en plus de cela, il rajoute la répression, parce qu'il faut quand même dire que le quartier général de M. Jamping a été pilonné à l'arme lourde la nuit du 31 août au 1er septembre. Il y a eu des dizaines de morts, les corps ont été emportés, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Donc nous sommes là dans une situation que tout le monde connaît.
La mission d'observation des élections de l'Union européenne est venue au Gabon. Elle a observé. Dans son rapport préliminaire, elle note des anomalies graves. Est-ce qu'on va s'arrêter au constat des anomalies? La Cour pénale internationale a décidé, le procureur de la Cour pénale a décidé de mener des enquêtes. De mener des enquêtes, mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Qu'est-ce que vous attendez de ces enquêtes de la CPI? L'enquête de la CPI va simplement révéler ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un massacre. On parle de centaines de Gabonais tués. On a cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux, où on voit un jeune Gabonais à genoux, implorant le ciel, face à des chars, face à des hommes encagoulés. Comment un président qui se dit démocratiquement élu fait son élection en décimant les populations, en mettant les chars dans la rue, en mettant des hommes encagoulés dans la rue? Ça pose un sérieux problème. Mais la question que nous, on se pose aujourd'hui, c'est que quand il faut venir en aide, parce que là, le peuple gabonais, c'est un peuple en danger. Ne pas le soutenir face à la barbarie d'Ali Bongo, c'est non-assistance en peuple à danger. Et là, on nous brandit la fameuse ingérence. Mais à quel moment, où est la limite entre l'ingérence et la défense de la démocratie? Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va regarder Ali Bongo, tout le monde a pris note, il va venir se pavaner dans les sommets du monde entier. Plusieurs pays et plusieurs institutions, notamment l'Union européenne et l'Union africaine, ont dit qu'elles ont pris acte de cette élection. Comment peuvent-elles prendre acte quand l'Union africaine, comme l'Union européenne, ont envoyé des observateurs au Gabon et que ces observateurs ont relevé des anomalies clan Bongo? Donc il n'y avait pas de raison que ça change. Avec un ministre de l'Intérieur aux ordres, une commission nationale électorale autonome, soi-disant, mais dont le président est nommé par la présidente de la Cour constitutionnelle, qui, elle, est la belle-mère d'Ali Bongo, et ce monsieur Aboguela lui-même est l'époux de la petite sœur de la présidente de la Cour constitutionnelle. Donc on voit qu'on est là dans une oligarchie, dans un clan familial qui tient absolument à conserver ses intérêts. Donc tout ça annonçait déjà qu'on aurait une fois de plus une élection tronquée, et ça n'a pas manqué. Alors Jean Ping et les partisans qu'il soutiennent ont décidé d'entrer en résistance, mais comment et jusqu'à quand? Et qu'attendez-vous de la communauté internationale? La communauté internationale prône la démocratie. La communauté internationale prône la liberté. La communauté internationale est pour le développement de tous les peuples. Nous avons tous adhéré à la Charte universelle des droits de l'homme, à cette Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Nous y avons tous adhéré. Et les Africains aussi ont droit à la démocratie. On sait qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. Ça fait longtemps qu'en Afrique, on assiste à un déni de démocratie. Aujourd'hui, tout le monde sait. La fraude de M. Ali Bongo est si grotesque qu'elle est visible aux yeux de tout le monde. La preuve, c'est que jusqu'à présent, aucun président du monde occidental ou du monde libre ne l'a félicité. Donc nous sommes allés à cette élection parce que nous avons soif de démocratie. Nous avons voulu croire à cette démocratie. Nous avons voté, nous nous sommes mobilisés massivement. Le peuple a appelé à une candidature unique de l'opposition pour que nous ayons une chance d'alternance. L'opposition l'a entendu. Ils ont retiré leur candidature. Guissou Bandama, Kazmi Oyemba, Léon Paul Ngoulakia, ils se sont tous mis derrière Jean Ping pour optimiser les chances d'alternance. Le peuple a fait sa part, il a voté massivement. On vient nous proclamer des résultats tronqués. Monsieur Jean Ping n'a pas voulu aller au contentieux. Il a dit, nous savons que cette cour, nous l'appelons la tour de Pise parce qu'elle penche toujours du même côté. La communauté internationale a encouragé, a incité à ce que nous allions au contentieux. Nous l'avons fait.